Salarié ou freelance, quelles sont les conséquences de ce choix? On en parle tout de suite avec mon invité, Claire Tergeman, associée au sein du cabinet De Gaulle Florence. Claire, bonjour. Bonjour. Alors ces dernières années, nous avons observé l'arrivée de nouveaux acteurs économiques et avec ces nouveaux acteurs, de nouvelles formes de travail. Il y a la frontière du coup entre le salariat et le prestataire de service a tendance à s'amenuiser. On va essayer ensemble d'y voir plus clair. Tout d'abord, quelles sont les principales différences entre le statut de salarié et celui de prestataire de service? Alors, la principale différence, c'est qu'un salarié doit conclure un contrat de travail. Il doit percevoir une rémunération et en contrepartie de cette rémunération, il va exercer un travail. Et surtout, le critère le plus important, c'est qu'il va être sous lien de subordination juridique de son employeur. À l'inverse, le freelance ou le prestataire de service, lui, doit conclure un contrat de prestation de service, donc un contrat commercial. Il est en principe libre de ses agissements et donc n'est surtout pas sous lien de subordination juridique du client ou du bénéficiaire de cette prestation de service. Donc l'enjeu pour les entreprises, c'est de bien faire attention et de distinguer les deux statuts pour éviter justement qu'un freelance se retrouve dans une situation de lien de subordination juridique et donc de réclamer un statut de salarié. Alors on va s'intéresser maintenant aux formalités à respecter quand on a recours à un freelance ou un prestataire de service. Quelles sont les obligations déclaratives à la charge des entreprises pour recruter un freelance, pour avoir recours à ces services ? Alors, parmi les principales obligations, c'est lorsque la mission excède un montant de 5 000 € hors taxe, eh bien, l'entreprise bénéficiaire de la prestation de service doit demander des documents justificatifs, et donc notamment un extrait CABIS auprès du registre du commerce et des sociétés pour s'assurer de l'immatriculation du freelance. Et puis, le deuxième document qui est très important, c'est l'attestation URSSAF pour s'assurer que, eh bien, il justifie du paiement des cotisations sociales. Alors on vient de voir les formalités, on va s'intéresser aux risques pour les entreprises qui ont recours à un freelance au lieu d'un salarié. Quels sont-ils ? Alors, le risque principalement, c'est surtout d'éviter une confusion entre les deux statuts de salarié et de freelance. Et donc, les bonnes pratiques ou les recommandations à avoir, c'est tout d'abord au moment de la relation, de la conclusion du contrat, eh bien, s'assurer que le freelance va être tout à fait libre en fait dans la négociation des clauses de son contrat. Et puis au moment de l'exécution évidemment du contrat, eh bien, s'assurer que le freelance ne soit pas sous lien de subordination et donc s'assurer de ne pas donner des instructions, sanctionner disciplinairement le freelance. Et donc voilà, de le laisser totalement libre de la réalisation de sa mission. Parce que sinon, le risque, c'est la requalification d'un contrat de freelance en contrat de travail. Et concrètement, quels sont les éléments qui permettent, soit à l'URSSAF, soit au juge, en cas de contentieux, de requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail ? Alors, les principaux éléments qui permettent en effet cette requalification va justement se trouver au moment de l'exécution de la relation. Et donc, on revient à ce fameux critère de lien de subordination juridique. Donc, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs indices sur lesquels les juges font particulièrement attention. C'est notamment l'identification du prestataire. Est-ce que, en tant qu'intervenant, est-ce qu'il va être mélangé en fait aux salariés géographiquement dans l'entreprise? Est-ce qu'il va avoir un badge au nom de la société ou bien est-ce qu'il va avoir un badge d'intervenant extérieur? Même chose pour une adresse mail professionnelle, éviter qu'elle soit au nom de la société. Il y a également les cartes de visite, c'est toujours le même principe. Ensuite, évidemment, sur le temps de travail, ne pas contrôler le temps de travail d'un freelance, ne pas lui demander l'autorisation ou lui donner son accord s'il doit partir en congé ou s'il doit s'absenter. Ne pas le faire participer ou le faire bénéficier des avantages, par exemple, liés à un CSE qui sont réservés aux salariés, ne pas bénéficier de tickets restaurants. Voilà, bref, tous ces indices qui doivent normalement
relever du statut de salarié et éviter justement cette requalification et ces éléments qui permettent la requalification. Alors on va s'intéresser aux conséquences justement de cette requalification, des conséquences qui peuvent être lourdes. Concrètement, quelles sont les conséquences pour une entreprise en cas de requalification donc du contrat de prestation de service en contrat de travail? Alors, les principaux éléments de requalification, c'est évidemment sur le plan financier. Ce n'est pas neutre sur le plan financier puisque la personne qui va demander la requalification de son contrat en statut de salarié va pouvoir demander des dommages-intérêts pour l'intégralité des préjudices qu'elle aura pu subir, et notamment la réintégration auprès de l'URSSAF qui va réintégrer toutes les rétrocessions, toutes les rémunérations dans le cadre, et le paiement des cotisations sociales sur ces rémunérations-là. Donc ça peut vite chiffrer. Ça peut très vite chiffrer. Il peut y avoir des heures supplémentaires qui vont être réclamées. Il peut y avoir également des dommages-intérêts liés à la rupture abusive du contrat, puisqu'on va considérer que c'est un licenciement abusif et donc toutes les indemnités qui vont correspondre à cette requalification. Il peut y avoir également des sanctions pénales à côté de ces sanctions civiles qui vont être notamment le travail dissimulé ou bien le délit de marchandage. Et à côté, vous avez également la possibilité d'avoir des sanctions administratives qui peuvent être très lourdes. C'est la fermeture temporaire, par exemple, de l'entreprise ou bien encore l'interdiction de participer à des marchés publics. Donc voilà, ces sanctions sont lourdes et puis on peut sur le plan financier penser à des décisions. L'une des plus récentes, c'est par exemple les chauffeurs de VTC où leur contrat de prestation de service finalement a été requalifié en contrat de travail et on a considéré que leur relation de travail était à un statut de salarié. Ou bien encore plus loin, mais ça c'était pour on va dire le démarrage de cette problématique, c'était les participants aux émissions de télé-réalité qui ont vu également leur contrat être requalifié en statut de salarié. Alors pour éviter ces mésaventures, on comprend que la rédaction du contrat est un point clé. Quelles précautions faut-il prendre pour une entreprise qui a recours à un prestataire de service, à un freelance dans la rédaction du contrat ? La première recommandation serait de dire, eh bien, voilà, au moment de la conclusion du contrat, c'est se rappeler que justement un freelance n'est pas un salarié et que donc il ne doit pas conclure un contrat d'adhésion. Il faut le laisser, en tout cas, négocier librement les clauses de son contrat de prestation de service. Et puis, la deuxième recommandation à garder en tête, c'est que lorsqu'on a recours à un prestataire de service, c'est parce qu'on recherche un savoir-faire qu'on n'a pas forcément au sein de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas aller chercher un prestataire qui serait finalement un salarié déguisé et qui serait là pour compenser une activité qui sera en lien avec l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et enfin, peut-être troisième recommandation, ça serait de rester prudent lorsqu'un ancien salarié ou bien un ancien stagiaire qui lui-même en fait souhaite bénéficier d'un statut d'auto-entrepreneur ou de freelance vienne demander à son ancien employeur justement de poursuivre leur ancienne relation de travail sous forme de freelance. Et là, ça peut être risqué pour l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci Claire Tergeman pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet De Gaulle Florence Associés. Merci. Tout de suite, on va poursuivre cette émission. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à un sujet prospectif, la responsabilité des cyborgs.